Brigitte Bourguignon, bonjour. Bonjour. Nous sommes face à la 5e vague de Covid. Alors pour limiter le nombre de décès et éviter l'embolie des hôpitaux, les Français sont tous incités à recevoir une nouvelle dose de vaccin. Comment avance la campagne de rappel dans les EHPAD ? Alors dans les EHPAD, c'est un flux qui était déjà connu puisque les 2 premières injections s'étaient très bien passées. Donc ils n'ont eu qu'à remettre en place le même système. Donc ça se passe très bien. On est à 3/4 des résidents déjà vaccinés pour la 3e dose. Chaque établissement où je me rends, on me confirme cette donne. Et de même sur les soignants, c'est la même chose. Alors il n'y a évidemment pas que les personnes âgées qui vivent dans des établissements, beaucoup sont à domicile. Il y a un écart d'environ 10 points entre le taux de vaccination des personnes de plus de 80 ans et celui de la tranche d'âge inférieure. Et pour le moment, on constate le même écart sur le rappel vaccinal. Ça veut dire quoi? On n'a toujours pas trouvé le moyen d'atteindre notamment les personnes isolées, comme l'ont fait très bien d'autres pays comme l'Espagne? Oui, alors ça pose le problème de l'isolement des personnes âgées, dont on parle peu, mais nous travaillons beaucoup avec les collectivités locales, parce que vous savez bien qu'il faut qu'on aille au plus près des citoyens pour réussir cette vaccination. Certains d'entre eux nous ont redonné, sont allés chercher ces personnes chez elles, d'autres nous ont dit qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner. Donc c'est très variable d'une collectivité C'est très variable, s'isolant même totalement, donc c'est inquiétant. Donc on travaille beaucoup sur cette question, mais on le fait avec des associations, avec des élus locaux. On a mis en place aussi de jeunes en mission de service civique au profit des collectivités locales par endroit. Et puis il y a que d'autres pays qui arrivent beaucoup mieux que nous. Alors je ne sais pas, peut-être sont-ils plus convaincants que nous, mais en tout cas moi je peux vous assurer que cette question a été vraiment travaillée au plus près des territoires, avec aussi des services à domicile qui amènent les personnes vers les centres de vaccination, avec des vaccinobus, des vaccinocars par endroit. On est allé très loin dans toute la possibilité de proximité qu'on a. Après, vous avez au-delà de cela, quand même, c'est infime comme personnes qui refusent totalement. D'autres, c'était par difficulté de se mouvoir. Et on est en train de régler cette situation et de continuer à essayer de convaincre les personnes. Alors, on va revenir à votre portefeuille de l'autonomie. D'abord, quelques questions d'actualité. Vous êtes élu du Pas-de-Calais. Après le drame de la semaine dernière dans la Manche, les pays concernés par la traversée des migrants hors Royaume-Uni se sont réunis autour de Gérald Darmanin. Ils ont confirmé qu'un avion de Frontex allait désormais survoler la zone pour détecter les embarcations. Est-ce que c'est pas un petit peu court comme réponse? Alors, c'est pas court, c'est le problème qui est immense. D'abord, c'est un problème humain, avant tout. Moi, j'ai vu depuis 15 ans des évolutions diverses et variées de ce flux migratoire, avec des points de fixation, comme on a connu la jungle, avec le démantèlement de la jungle. Et il y avait eu Sangatte auparavant, avec le démantèlement de Sangatte. Et à chaque fois, finalement, on ne fait que déplacer le problème. Le problème, c'est que l'attractivité de ce pays reste et est entretenue dans d'autres pays. On continue d'avoir des personnes et nous essayons de les sauver de la mer parce qu'elle est dangereuse. On n'arrive pas à convaincre les personnes de la dangerosité de ce passage de la Manche que je connais très bien, puisque ce sont des plages qui me concernent. Et je peux vous assurer que cette nouvelle façon de traverser la Manche est assez nouvelle, puisque ça fait à peine 2 ans que ça dure. Aujourd'hui, elle a pris un mouvement vraiment de masse ces derniers temps, avec encore plus de dangerosité, puisqu'on met 50 personnes sur un Zodiac. Les criminels, ce sont les passeurs, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces passeurs? Eh bien là, vous l'avez vu, on essaie de les interpeller. Tous les pays doivent s'y mettre parce que c'est un réseau qui est largement multinational, on va dire. Donc il faut qu'on trouve le moyen avec d'autres pays. En tout cas, quand j'entends que certaines associations avec lesquelles moi je suis admirative du travail qu'elles font, mais pour autant, il faut qu'elles comprennent aussi que ces personnes ne veulent pas se fixer dans notre pays, elles veulent partir vers l'Angleterre. Votre collègue aux affaires européennes, Clément Beaune, a demandé hier un changement de législation au Royaume-Uni. On est parfois sur un modèle économique de quasi-esclavage moderne, a-t-il dit sur France Inter. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Ce sont des personnes qui, quelquefois, contre le prix du passage en Angleterre, donnent leurs services lorsqu'ils arrivent dans le pays, dans un restaurant, dans une famille. Oui, ça existe, il faut le savoir. Donc je pense que c'est vraiment un trafic d'humains qui se joue en ce moment. Et la loi britannique est trop souple, trop laxiste sur ce point-là? Il y a le fait qu'on empêcherait les personnes d'entrer, mais dès qu'elles sont entrées, par contre, les conditions sont attractives. Pourquoi ne pas dénoncer les accords du Touquet qui fixent la frontière franco-britannique de notre côté de la Manche et qui donc donnent aux autorités françaises la responsabilité de la contrôler? Ça ne m'appartient pas et je pense que c'est le Premier ministre qui s'exprimera, qui s'est déjà
déjà exprimé et qui continuera de s'exprimer sur ce sujet et les ministres en charge de cette question. Mais je pense qu'au-delà de tous ces problèmes, il y a de toute façon cette attractivité entretenue dans d'autres pays, que l'Angleterre est accueillante et que la mer n'est pas dangereuse et que la traversée de la montagne dans le sud n'est pas dangereuse. Voilà ce qui se fait en ce moment sur des humains avec des enfants. Alors la majorité a donné hier soir à la Mutualité le coup d'envoi d'Ensemble Citoyen. C'est une sorte de holding qui va chapeauter En Marche, Horizon d'Édouard Philippe, le Modem de François Bayrou, Territoire de Progrès sur l'aile gauche. Comment expliqueriez-vous aux électeurs l'intérêt de cette structure? Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'entrer dans un mouvement quelconque, qui ne veulent pas être identifiés ni Territoire de Progrès, ni En Marche, ni Horizon, mais qui ont envie de nous rejoindre parce qu'ils ont besoin d'une cause. Et en tout cas, je pense que ce mouvement qui est né hier est un mouvement d'impulsion, en tout cas qui est donné, qui dépasse les clivages qu'on avait déjà dépassés pour beaucoup pour travailler ensemble. Je pense que les Français nous demandent d'abord et avant tout de résoudre leurs problèmes, d'avancer avec eux. Les étiquettes... Vous croyez que c'est par des appareils que vous allez les sensibiliser et les attirer autour d'Emmanuel Macron? Moi, je pense que c'est un mouvement qui s'est créé, un mouvement commun, et qui n'est pas un appareil, justement. Et donc, chacun s'y reconnaît, chacun est dans sa famille, chacun est dans sa sensibilité, en tout cas. Et je crois que chacun a su se dépasser, en tout cas. Vous êtes membre de Territoire de Progrès. Vous ne trouvez pas que cette maison commune, elle penche un petit peu vers la droite? Non, ça c'est ce qu'on me dit. Moi, je vais vous dire, je suis dans une majorité qui, pendant cette crise sanitaire, a fait en sorte que le quoi qu'il en coûte protège les plus vulnérables, protège les entreprises, protège les commerces. Et moi, je pense que quand on a réussi à faire une politique de protection sociale aussi forte, on ne peut pas rougir de ce bilan. Éric Zemmour doit entrer en campagne dans les heures qui viennent. LR aura désigné son candidat à la fin de la semaine. Donc on connaîtra tous les participants à la course présidentielle de la gauche jusqu'à Marine Le Pen, tous sauf un. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut rester un candidat virtuel encore longtemps? Je pense qu'il est avant tout président de la République, qu'il travaille pour les Français, que nous sommes en pandémie, qu'elle continue et que c'est normal que pour l'instant il soit attaché à sa tâche. C'est pas un danger de partir trop tard en campagne? Je crois pas. Je crois que l'histoire a démontré que les présidents ne peuvent pas partir si tôt en campagne. Alors je reviens au sujet de l'autonomie des personnes âgées. Le secteur fait partie de ceux qui peinent à recruter, aussi bien à domicile qu'en établissement. Des augmentations de salaire importantes ont été décidées dans le cadre du Ségur de la santé l'an dernier. Est-ce que ça porte déjà ses fruits? Alors ça porte déjà ses fruits en EHPAD, parce que vous le savez, en établissement, c'est le Ségur qui a déterminé cette augmentation de 183 € par mois pour les soignants et les autres personnels. Donc on voit déjà des postes qu'on arrive à combler alors qu'on n'y parvenait pas auparavant? En tout cas, c'est ce que les acteurs nous disent, parlant même parfois que des flux partiraient vers les EHPAD parce que d'autres catégories ne seraient pas revalorisées pour l'instant. Pour le domicile, il fallait vraiment faire la même chose. Pourquoi? Parce que les Français veulent vivre à domicile chez eux le plus longtemps possible, voire même toujours vivre chez eux jusqu'au bout. Et que la solution du tout EHPAD n'est pas une solution qu'on peut encore entendre. Et que l'EHPAD lui-même doit se moderniser, s'ouvrir vers l'extérieur et peut-être même être plus sûr médicalement pour justement des pathologies plus lourdes. Qu'est-ce qui est fait sur ce point du maintien à domicile? On attendait, on nous l'a promet depuis Nicolas Sarkozy, une grande loi sur l'autonomie. Elle n'aura pas lieu pendant ce quinquennat. Il y a des choses qui avancent malgré tout? Alors moi, sur le secteur et sur les rapports qu'on nous a remis, j'ai beaucoup travaillé. Et je travaillais surtout avec les acteurs. Et qu'est-ce qu'ils nous demandaient, les acteurs? Ils ne demandaient pas une loi. Ils nous demandaient qu'on réponde à leurs problèmes. Et le problème du domicile, c'était d'abord et avant tout la revalorisation salariale qui, je le rappelle, depuis 15 ans n'avait pas eu lieu. Donc on peut toujours me parler de ça. Nous le faisons dans la loi de financement de sécurité sociale qui a été votée définitivement hier. Nous le faisons et nous l'avions déjà commencé l'année dernière. Donc toutes les salariés de la branche de l'aide à domicile sont revalorisés. Et c'est très important de le dire parce que c'était une négociation depuis des années qui n'avait pas abouti puisque c'est un secteur que nous partageons avec les départements et à 50% l'État met de l'argent. Ensuite, ça se traduit comment dans ce budget 2021 de la sécurité sociale et avec quel financement? Ça se traduit par 200 millions chaque année versés au département pour mener à bien cette revalorisation de la grille salariale. On y a augmenté. Aussi, on a rajouté une dotation qualité qui va permettre qu'on puisse encore aller plus loin sur l'heure donnée aux services à domicile pour permettre de pérenniser leur modèle économique et puis aussi, en retour, d'avoir un meilleur service
au service des personnes âgées, en termes de couverture, la nuit, d'astreinte le week-end, et puis de formation accrue aussi, donc de qualité meilleure du service rendu. D'un mot, une 5e branche de la sécurité sociale consacrée à la dépendance a été créée, mais on a l'impression que c'est un peu une coquille vide. Elle sert à quoi concrètement? Elle est complètement financée. Elle sera d'ailleurs à 2,1 milliards en 2024, puisqu'il y a 1,5 de la CSG qui aidera à financer cette 5e branche. Cette 5e branche, elle est active, elle le prouve, puisque dans ce budget, on n'a jamais autant mis d'argent sur l'autonomie. Il y a 1,5 milliard de mis sur l'autonomie dès cette année. Merci beaucoup Brigitte Bourguignon.